Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walid Nou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Projet Libre. Aujourd'hui, on va parler d'un site qui existait déjà quand j'ai commencé à faire du logiciel libre. Il s'agit de linuxfr.org. Nicolas Vérité, alias Naiko, qui m'a proposé un peu de parler de l'histoire pour les 25 ans du site cette année. C'était une très bonne idée puisque je l'avais mis dans ma liste de courses des interviews que je voulais faire en 2024. Donc là, ça tombe parfaitement bien. Et ce soir, avec moi, j'ai deux membres du site. Il y a Benoît Cibo, alias Oomph, et Florent Zara, pour parler de LinuxFR. Et on va parler de différents sujets, de l'histoire du site, de la communauté et du fonctionnement de LinuxFR, et du financement et des défis à venir pour les années qui arrivent. Donc voilà, déjà, j'espère que vous allez bien tous les deux. Bonsoir, et oui, très bien. Très bien, merci. Bonjour à tous. Première chose, je vais vous demander de vous présenter et de vous expliquer très rapidement un peu votre parcours, comment vous avez découvert le logiciel libre et à quel moment vous avez rejoint l'équipe de LinuxFR. Florent, si tu veux commencer. Oui, alors je suis pas le plus ancien, c'est Benoît le plus ancien, mais allons-y. Donc moi, j'ai un parcours d'ingénieur. Donc je suis diplôme d'ingénieur, mais à la fois diplômé, j'ai fait un parcours ce qu'on appelle bidiplômant. Alors France, j'ai fait des bidiplômés en France et Canada, donc j'ai étudié aussi en partie au Canada, et ça a un peu son importance sur ma découverte du logiciel libre, parce que pendant que je faisais mon parcours, justement, j'étais en université au Canada. C'est là où je me souviens, c'était en 1999. Il y a la sortie de KDE1 et il y avait le club informatique de l'université qui a fait une présentation. Donc, j'y suis allé. C'est là où j'ai découvert le logiciel libre, c'est l'open source, et Linux, KDE pour démarrer. Même si aujourd'hui, j'utilise plus GNOME que KDE. Pas de troll sur le sujet. Et à partir de là, là, je me suis de plus en plus intéressé au monde du logiciel libre. Et j'ai fini par découvrir LinuxFR au bout de quelques mois, la communauté de LinuxFR. Je me suis créé un compte pendant 2 ans, je crois. J'ai regardé sans créer de compte. J'ai créé un compte en 2001. Et après, j'ai fini par croiser, parce qu'il habitait pas très loin de chez moi, Fabien Penso, l'un des créateurs du site. On s'est croisés, on a bu une bière, quelque chose comme ça. Il m'a passé un des livres. Il m'a dit, tiens, tu fais un étude du livre, tu vas le chroniquer sur LinuxFR. Donc, j'ai commencé à le chroniquer. Et puis, on s'est croisés sur un salon. Et puis, j'ai commencé à faire des polos. Pour les premiers polos pour LinuxFR que j'ai commandé, que voilà, à partir du truc, je me suis dit, ce serait sympa d'avoir des polos sur les salons. Et à partir de là, ils m'ont proposé d'intégrer l'association et voilà, je faisais du contenu. Donc, j'ai intégré l'association et c'est comme ça qu'au bout, peut-être en 2002, 2003, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement quand est-ce que j'ai intégré l'asso. Voilà, ça fait donc plus de 20 ans que je fais partie de l'association et que je fais vivre le site aussi. Super, et toi, Benoît ? De mon côté, un parcours ingénieur aussi. En deuxième année, première année d'école d'ingé, je me suis retrouvé en projet à gérer la machine des élèves. C'était une vieille Red Hat, si je me rappelle bien. Enfin, à l'époque, elle n'était pas vieille, mais du coup, c'était une Red Hat. On y a pris goût à gérer la machine des élèves. On a fondé avec plusieurs autres étudiants des écoles des environs un groupe d'utilisateurs. On a créé le groupe Linux Arverne en Auvergne. Et puis après, j'ai commencé à bosser. Donc, arrivé sur Paris, j'ai regardé les associations qui existaient localement. J'ai commencé à rentrer côté April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Et j'ai vu le site linuxfr.org à ce moment-là. Je me rappelle assez nettement qu'au début, je me suis dit, c'est nul, ça m'intéresse pas. Je suis pas retourné pendant un moment. Je suis revenu et au bout d'un moment, j'ai créé un compte. J'ai créé un compte vers 2000. Donc, j'étais pas là dans les 2 premières années, mais j'ai eu un compte assez tôt. Très rapidement, j'ai commencé à contribuer sur la partie code. Et puis après, je suis rentré dans les autres parties du site, filer un coup de main pour la modération, puis rentrer dans l'association, jusqu'à être maintenant président de l'association et directeur de publication pour le site, et à contribuer sur un peu les divers aspects du site, aussi bien sur la partie un peu de code, un peu d'admin 6, directeur de publication et la gestion aussi bien des mises en demeure que des demandes de suppression de comptes, de purge de données, RGPD et autres, que faire de la représentation, tenir des stands, un peu tout faire. On est 2 là, mais l'équipe est composée de bien d'autres personnes, évidemment. Je peux rajouter une petite précision. Effectivement, j'ai pas précisé qu'au sein de l'association, très vite, j'ai récupéré la gestion de la trésorerie. Donc, je suis devenu secrétaire trésorier de l'association. Parce que comme ils ont vu que dans les anciens membres de l'association ont vu que je gérais bien cet aspect-là,
mais ils ont été contents d'avoir trouvé quelqu'un à qui déléguer. Donc j'ai pris quelques temps après, je suis devenu secrétaire trésorier de Linux FR et je le suis toujours aujourd'hui d'ailleurs. D'accord. Alors depuis tout à l'heure, on parle de Linux FR, mais pour les personnes, je pense qu'il y en a qui connaissent pas Linux FR. Est-ce que vous pourriez, expliquer, rapidement ce qu'est Linux FR? C'est un site d'actualité sur le logiciel libre et sur plein de sujets afférents. Des sujets variés autour des thématiques de l'informatique, du logiciel libre, du droit, du do-it-yourself, enfin de pas mal de sujets qui sont abordés. On existe depuis 25 ans, c'est en français. C'est principalement connu pour les actualités, mais il y a d'autres parties du site, comme il y a un forum pour des questions-réponses, il y a une partie qui ressemble un peu à des blogs, il y a diverses parties sur le site. On a un trafic relativement conséquent, et puis de fait, on a un historique sur les 25 ans. Il y a 117 000 contenus et 1,9 million de commentaires actuellement en base de données. Et il y a une communauté régulière de quelques milliers de comptes réguliers qui sont sur le site et qui écrivent les contenus et qui viennent lire et commenter les contenus. Un point important, c'est que tous les contenus sont produits par les personnes qui visitent le site. Et derrière, après, il y a une équipe de modération pour gérer la modération, une équipe qui aide aussi à l'écriture, à faciliter la rédaction de contenu. Et puis des gens qui doivent écrire du code, administrer les serveurs. On fait plus ou moins tout nous-mêmes. On est notre propre logiciel pour gérer le site. Point très important, c'est que il y a que des bénévoles et il y a aucune pub sur le site. Et globalement, on a beaucoup de gens qui sont, on est à fond dans la partie logiciel libre, donc ça se ressent. Évidemment, le code qu'on produit est libre. Et voilà, ça fait 25 ans que ça fonctionne de cette façon-là. Tu dis que ça fait 25 ans que ça fonctionne de cette manière-là. Comment est-ce que ça a, démarré, en fait? Pourquoi là où les créateurs ont démarré Linux FR? On n'était pas là, nous, dans les tout premiers, mais on a eu l'occasion d'être avec eux, de boire des coups ensemble et d'en discuter. Globalement, à l'origine, il y a une bande de potes qui a envie de faire un site qui va assez vite ressembler en thématique à Slashdot, mais en français. Ils décident de faire du code pour ça et de l'héberger un peu à l'arrache, puisqu'on sait que le site commence se poser, c'est une tour posée sous un bureau que quelqu'un a au travail. Et plus tard, le site grossissant, il va être hébergé ailleurs et le code va s'améliorer, l'équipe va s'élargir et il y aura des visiteurs de plus en plus qui vont arriver sur le site. Mais à l'origine, c'est ça la fondation du site, avec la création, la réservation du nom de domaine le 28 juin 1998. C'est ça, une bande de potes qui décide de faire un site par et pour les communautés. Quel est l'environnement en 98 pour le logiciel libre, sur internet, dans l'espace francophone? Du côté associatif, il y avait l'April en 96 qui existait déjà. Il y avait quelques groupes d'utilisateurs qui existaient déjà. Il y avait déjà quelques associations qui existaient, mais il n'y avait pas de site important pour relayer les actualités du logiciel libre de manière générale. C'est un peu après que beaucoup d'autres sites sont apparus, au final. Les premiers sites pour gérer des emplois, qui parlaient d'emplois dans le domaine logiciel libre sont arrivés un peu après. Les premiers Lolix et autres sont arrivés après. Pas mal d'autres structures ont été créées après. La plupart des sites dédiés à un projet donné sont arrivés après aussi. Donc c'est dans les premiers sites dédiés, enfin en tout cas très axés sur la partie logiciel libre qui existe dans l'espace francophone à cette époque-là. Pour compléter ce que dit Benoît, Linux FR a comblé un gap à l'époque où il y avait pas de t'avais Slashdot qui était la référence, mais c'était anglophone. À l'époque, les créateurs ont voulu faire un site web où les gens pouvaient contribuer, donner leurs news, poster la dernière version de leur logiciel, tout ce qui concernait Linux, logiciel libre. Et le nom Linux FR, il est venu un peu comme ça. Ils ne se sont pas posé trop la question. Quand on leur demandait un peu l'historique, ils ont dit, voilà, c'était une soirée entre potes. Le nom est venu comme ça, on l'a enregistré. On a monté un serveur, on a codé quelques lignes en PHP et pour que chacun puisse contribuer. Il y a le bouche à oreille qui a bien marché et le site comblant un vide, on va dire, il y a eu la prime au premier qui fait qu'il s'est imposé comme la référence. À l'époque, au départ, c'était combien de personnes? De mémoire, Benoît, tu me corrigeras, mais on parle de 3 personnes. Ils sont dans l'historique. Fabien Pinceau, Laurent Vallard, Fabien Cézanne, Irvine Props et évidemment j'en oublie un maintenant. C'est les noms des premiers, c'est les premiers noms qu'on voit dans les comptes et qu'on voit sur le site. Qu'on voit. Ouais, Yanirou. Voilà, c'est dans les tout premiers. Effectivement, en plus c'est le seul membre fondateur qui nous reste dans l'association actuellement.
Donc au début, c'est 3-5 personnes. Enfin, c'est vraiment une poignée de gens qui décident de mettre en place un site. Est-ce qu'on peut vous avez des, j'allais dire des grandes dates ou des grands jalons dans le développement de Linux FR? Bah, il y a eu des changements de logiciels, de technologie à divers moments. Je suis même pas sûr que la première version soit en PHP, puisqu'à un moment, Fabien dit je me suis mis à PHP. Ensuite, il y a la première version qui va arriver de Dacode. C'est là que j'ai commencé à arriver, puisque j'ai contribué sur Dacode. Dacode était la première solution en PHP et elle a fini comme paquet dans Debian d'ailleurs. À un moment, on avait un paquet officiel. Un peu plus tard, la solution a été remplacée par Template, qui était un système en PHP pour faire du templating web, et donc le logiciel avait été réécrit entièrement pour ça. Et la dernière réédition complète du code date de 2011, faite par Bruno Michel, et c'est du Ruby on Rails. C'est les grandes étapes de changement. Il y a eu principalement deux logiciels successifs en PHP et un en Ruby on Rails. Là, c'est pour les évolutions côté technique. Et sur les évolutions fonctionnelles, on va dire, on a eu au tout début, alors je pourrais pas donner de date, mais au tout début, c'était essentiellement les dépêches, qui étaient avec, on va dire, les dépêches première page, deuxième page, qu'on faisait une séparation entre les dépêches qui étaient plus importantes que d'autres en fonction de l'importance du contenu. Puis ensuite, il y a eu l'arrivée, ce qu'on appelait des journaux, sorte de blog. Chacun avait son blog. C'était des contenus qui, cette fois, étaient modérés a posteriori et pas a priori. Donc, chacun pouvait avoir c'était à l'époque des blogs, un peu avant l'époque des blogs même, où chacun pouvait avoir sur sa page son flux d'actualité, où il postait du moment que c'était pas, on va dire, contraire à la législation française. Chacun pouvait poster ce qu'il voulait. On avait même des contenus sur le cinéma, des critiques cinéma, des choses comme ça. Les forums aussi sont arrivés très vite. Et fonctionnellement est arrivé il y a quelques années la partie lien aussi. Les gens, un peu comme Reddit, où les gens peuvent poster un titre, un lien, et les gens commentent derrière avec le même système de commentaires qui fait la force de Linux FR. On pourra noter aussi, il y a une dizaine d'années, je crois, est arrivé pour booster un peu les dépêches, ce qu'on a appelé la zone de rédaction. C'est une zone un peu tampon avant les dépêches, ou pour pouvoir justement faciliter la rédaction collaborative de dépêches. Donc ça fait 25 ans que Linux FR existe. De quels moyens financiers dispose Linux FR? Comment vous faites sur le long terme pour pérenniser le site en fait? Alors, en fait, on a au final actuellement assez peu de dépenses. Pour une raison assez simple, c'est que chaque fois qu'on a eu besoin, ou même sans qu'on ait à le demander, des gens nous ont proposé des serveurs, fourni le matériel directement, qu'on a 2 hébergements qui nous sont offerts, l'un par la Fondation Free et l'autre par l'entreprise Bursttech. Donc les serveurs qu'on a récupérés, en plus, on arrive à les héberger sans frais. Les dépenses en général, sont limités à renouvellement du nom de domaine, ça coûte pas très cher, les éventuels frais juridiques, et parfois quand on va sortir des goodies, avoir des polos pour être à peu près présentable sur les salons aux couleurs de l'association, produire un kakémono ou des affiches pour pouvoir avoir un stand, mais on a assez peu de dépenses de manière générale de fonctionnement. Ça nous est arrivé dans le passé d'avoir des coups durs. On a eu des soucis pendant des canicules ou autres, où on a grillé des alimes, perdu des disques durs, etc. Quand vraiment on n'avait pas de solution, en général, on a fait un appel à dons. À chaque fois, c'était non seulement on recevait nettement plus d'argent que ce dont on aurait besoin pour racheter les disques durs, mais en plus des gens nous envoyaient directement des disques durs. On avait plus de disques durs que ce dont on avait besoin à la fin. Et donc, on n'a jamais eu de problème de côté argent au final. Donc c'est plutôt une chance, c'est assez inhabituel, je pense, pour plein de projets de dire ça. On n'a jamais eu de difficultés financières de ce point de vue-là. Actuellement, on arrive à garder un minimum de réserve financière pour un coup dur, sachant que le coup dur serait probablement du juridique en ce qui nous concerne. Parce que le fait d'avoir des contenus qui sont écrits par les visiteurs expose à des problématiques juridiques de diffamation, de poursuites pour des bonnes et des mauvaises raisons et autres. Et donc ça, c'est des soucis qui peuvent arriver. Donc on garde une certaine réserve financière pour cette partie-là. On a un partenariat, on fonctionne avec assez bien avec 2 autres sites qui est important de mentionner. Le premier, c'est l'agenda du libre, qui recense les événements à venir. Et donc, on travaille avec eux et on relaie les événements qu'ils annoncent et on publie l'agenda du libre. Donc, toutes les semaines, on publie les événements à venir pour la semaine à venir. Et le deuxième, c'est En Vente Libre. En Vente Libre permet
à toutes les structures libristes qui le veulent, d'avoir une boutique pour vendre leurs goodies ou de recevoir des dons. Donc nous aussi, on a une capacité à recevoir des dons via en vente libre, même si je le disais tout à l'heure, c'est pas vraiment une problématique pour nous. Mais en tout cas, on a cette capacité-là en cas de besoin. Et quelles sont les motivations de l'équipe, des gens qui travaillent depuis quelques années? Alors pourquoi les gens contribuent au site? Eh ben, les gens contribuent pour des raisons différentes pour le site. D'une part, ça varie au fur et à mesure des années, des raisons pour lesquelles ils viennent. Donc on va avoir des gens qui arrivent pour des aspects techniques. Moi, je suis rentré dans la vie du site comme contributeur au début sur la partie d'Acode en PHP. Bruno Michel, qui a fait la réécriture du site en Ruby on Rails, il est rentré un moment dans le site parce que je lui ai demandé de contribuer pour écrire la coloration syntaxique pour le langage template dans Vim. Donc il est rentré comme ça et après il a réécrit le site entièrement. Donc voilà pour comment on lui a mis le doigt dans le doigt dans l'engrenage et qu'il a été happé après sur le site. Florent racontait qu'il était rentré par les polos et que du coup ça avait incité à lui confier d'autres tâches. Les gens avaient vu réaliser ce type d'action. Donc les gens entrent pour des raisons diverses et variées parce qu'ils finissent par découvrir le site, qu'ils nous ont croisé à un endroit ou parce qu'ils sont fans du logiciel libre. Et après ils vont rester aussi pour des raisons variées, soit parce que on fait des choses techniquement intéressantes ou parce que le site est vivant, qu'il y a une communauté vivante et que c'est intéressant, ou parce qu'ils y trouvent leur compte en termes de veille techno, parce qu'on voit passer plein de choses sur le site. Ça va vraiment dépendre des gens pour savoir ce qui les intéresse. Alors oui, ma motivation pour rester depuis plus de 20 ans maintenant sur LinuxFR, c'est quelque part la communauté et ce que LinuxFR m'a apporté, parce qu'effectivement, j'ai très vite découvert LinuxFR après avoir découvert le logiciel libre. Ça m'a apporté beaucoup, une forte connaissance, et c'était pour moi un moyen de progresser à la fois techniquement et aussi socialement. Et donc, c'est pour ça que je suis de plus en plus investi avec une certaine reconnaissance de mes pairs. Je fonctionne beaucoup la reconnaissance. Et j'ai trouvé, malgré les défauts que pouvait avoir LinuxFR, le côté parfois trollesque qu'on pouvait lui reprocher, voilà, j'ai essayé d'en tirer le meilleur pour moi-même, d'en créer mon propre réseau et de pouvoir, au fur et à mesure, je dirais, faire du logiciel libre, de plus en plus travailler côté professionnel. Et c'est maintenant ce que j'ai réussi à faire, et c'est en partie grâce à LinuxFR que j'ai pu construire mon réseau, de travailler maintenant à 100% dans le logiciel libre et open source. Comment est-ce qu'on marie cet engagement associatif et sa vie de famille? Je serais curieux de savoir combien de temps ça vous prend par jour ou par semaine de travailler là-dessus? Pour certaines actions, c'est un peu continu, étalé toute la journée. Par exemple, je vais le matin au réveil, je vais regarder le site à un moment et je vais voir si on a par exemple du spam à nettoyer, parce que va y avoir le spam de la nuit à nettoyer. Au fur et à mesure de la journée, je fais aussi partie du lectorat du site, donc je vais lire les commentaires et ça fait une partie de la modération. Et donc cette activité-là, par exemple, elle est plus ou moins étalée sur le temps que je passe sur un écran, en gros. Après, il y a d'autres actions qui sont un peu plus ponctuelles, mais plus chronophages. C'est contribuer sur du code ou modifier des choses sur les serveurs et faire la partie administration système. Va falloir que je bloque un créneau à un moment donné pour faire telle ou telle tâche et j'ai plus ou moins la main dessus suivant si c'est une urgence parce qu'on n'a plus de backup ou si c'est parce qu'on veut faire une modification. Après, il y a d'autres choses qui sont aller faire des conférences, on en a fait moins ces derniers temps, ou aller tenir un stand. Bon voilà, on a une idée du planning, ça bouffe du temps à un moment donné, mais c'est bien planifié, on voit quand ça sera. Éventuellement, on a des choses à préparer en avance, n'est-ce pas, Florent? En tout cas, ça s'organise. Au final, on peut passer pas mal de temps. On voit que c'est aussi pour ça qu'on a des équipes un peu larges. Il y a une dizaine de personnes qui contribuent sur la modération. Il y a plusieurs personnes qui contribuent sur le code, parce que tout le monde n'est pas à fond tout le temps. Ça reste une équipe de bénévoles et à un moment, il y en a un qui va être malade, il y en a un qui va être absent, ou il y en a un qui va juste partir parce que il a envie de passer à autre chose ou parce qu'il a d'autres choses, d'autres projets qui l'intéressent. Bref, ça fait partie je pense, de la vie de tous les projets de bénévoles de faire attention à ce que ce soit pas totalement chronophage et à la fois, pour le moment, on arrive à gérer les choses et à y passer, certes, pour les plus actifs, pas mal de temps quand même. Ouais. Et toi, Florent, tu passes combien de temps par jour ou par semaine à travailler sur LinuxFR? Au début, on va dire avant 2010, que j'ai une vie de famille, des enfants un peu plus prenante,
c'était comme l'expliquait Benoît, j'étais en flux continu sur produire du contenu. J'ai même été quelque temps, un peu avant le Covid, à Newsatech, j'étais principal top contributeur. Puis donc il y avait production de contenu, modération régulièrement, un peu le matin, un peu le soir, un peu le midi, voilà. C'était en flux continu. Maintenant, depuis une dizaine d'années, je gère 3 dépêches, on va dire à peu près mensuellement, mais qui me demandent un peu de temps, la gestion des prix, parce qu'on attribue des livres, donc des prix aux meilleurs contributeurs. Donc ça, faut choisir les contributeurs, les meilleurs contributeurs du mois, leur envoyer un email pour dire qu'ils ont gagné, récupérer les informations, faire la dépêche d'annonce. Je fais la revue de presse aussi tous les mois, et je fais aussi les meilleurs journaux qui ont été publiés le mois passé. Donc voilà, c'est mes 3 dépêches un peu rituelles mensuelles là-dessus. Je dirais, ça me prend 3 heures, 2-3 heures par mois. Et ça, c'est vraiment par bas, je m'y concentre et je fais ça au début ou au milieu de chaque mois. Ça, c'est la première chose. Ensuite, annuellement, il y a 2 choses. Il y a la gestion, le temps fort de l'association, parce qu'en étant secrétaire trésorier, je dirais que ça me prend peut-être 1 à 2 journées de préparation entre les comptes, pour la saisie des comptes, vérification, bilan financier, etc. Tout cumulé, sur un mois, ça doit me prendre 1 à 2 journées, cette préparation-là. Et ensuite, il y a la tenue de l'AG, effectivement. Et deuxièmement, il y a aussi, comme disait, je m'investis pas mal sur l'événement, le salon annuel qui était avant Solution Linux, qui est devenu Paris Open Source Summit et qui maintenant est Open Source Experience. Et généralement, c'est moi qui m'occupe du stand sur le village associatif, de trouver les cadeaux, trouver des sponsors. Et là, je dirais, à l'automne, j'y passe peut-être, une semaine combinée, quoi. Voilà, ça me fait une semaine dans l'année combinée où entre passer du temps sur l'organisation du stand, trouver les cadeaux, faire la nuit, passer 2 jours sur site, voilà. Et le fait maintenant de fonctionner par pic, c'est plus par phase, hein, c'est plus compatible avec ma vie de famille. Passons au sujet suivant qui concerne la modération. Est-ce que vous pourriez expliquer assez rapidement comment cela marche la modération en fait sur LinuxFR? 3 couches de modération différentes sur le site. Il y a une première couche qui est pour un grand nombre de contenus dont les dépêches, il y a une modération a priori. Ça doit être validé par l'équipe de modération avant d'être publié. On reçoit les dépêches à publier, on va vérifier elles sont correctes d'un point de vue forme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur dans le balisage, qu'il n'y a pas des liens qui sont cassés, etc. Mais aussi de point de vue fond, que va pas y avoir on n'est pas en train de diffamer un acteur ou d'affirmer des choses qui seraient pas vraies ou ou même avoir un ton qui serait problématique. Et pour le site, mais surtout pour l'auteur de la dépêche, on sait que chez nous, si quelqu'un vient et dit j'ai le plus beau logiciel du monde, il est plus fort que tous les autres, je bats tout le monde. En gros, il va se faire défoncer dans les commentaires et c'est ni dans l'intérêt de l'auteur ni dans le nôtre de le laisser passer. Dans ce cas-là, on va avoir la modération a priori. Après, il y a un deuxième effet qui est la modération a posteriori. Donc, il y a certains contenus, par exemple, qui sont publiés directement par les auteurs. Les journaux, par exemple, les gens, ils peuvent publier directement. Et donc, si il y a besoin d'intervenir derrière parce que il y a un problème de légalité de la chose ou il y a un problème de ton parce que c'est particulièrement agressif dans un commentaire ou dans un contenu, alors l'équipe de modération va être amenée à intervenir. Et il y a un dernier moyen de modération qui est via le système de karma, qui est une sorte d'automodération, où les gens vont intervenir pour dire si des contenus ou des commentaires sont plutôt pertinents, plutôt inutiles, et aussi ayant aussi la capacité à taguer les choses et notamment à nous indiquer du spam, éventuellement si on rate le spam. On en reparlera sans doute un peu plus tard, mais une des difficultés du spam actuel, c'est le reconnaître et le discerner au milieu du contenu légitime. Et donc, c'est bien si tous nos visiteurs, tout notre lectorat est capable de nous aider aussi à identifier du spam. Du spam, de la pub, enfin tout ce qui est pénible du net en général, j'entends. Et ça, ce système de modération, il a évolué avec le temps? Je veux dire, quand le site il a commencé, le système de modération, il n'existait pas? Vous avez créé un truc de zéro? Vous vous êtes inspiré de choses qui existaient déjà? Comment ça s'est C'est passé? une longue suite d'évolutions. Par exemple, à un moment, il était possible de poster des commentaires en étant anonyme. Et suite à des abus, cette possibilité-là, elle a été supprimée. Après, il y a eu des choix pour savoir si les commentaires devaient être visibles initialement quand on les poste ou pas, ou s'ils étaient par exemple masqués et visibles que par des anciens au début. Il y a eu des choix pour les notes sont apparues sur les contenus. Il n'y avait pas des notes avant sur les contenus.
Le système de karma est arrivé au fur et à mesure du temps. Il y a eu des tas de débats et des tas de discussions sur les avantages et les inconvénients d'avoir un système de karma. Il y a eu un moment où on a comparé avec les autres sites soit qui existent encore, type Slashdot, soit je suis pas sûr qu'ils existent encore, comme Advocato ou d'autres sites où il y avait des systèmes d'évaluation de ranking et il y a des endroits où on gagnait des grades en gros et on pouvait monter dans la hiérarchie si on était un bon contributeur ou pas. Il y a divers systèmes qui ont été évalués et pour faire évoluer la façon dont fonctionnait le site. Et il y a aussi des choix dans la façon de faire les choses, par exemple, de présenter les choses aux visiteurs. Par exemple, nos commentaires sont présentés en fil de commentaires, ce qui est plus ou moins inhabituel, mais ça influe sur la façon dont les gens vont commenter. Ils voient ce qui a été posté avant. Pour poster un commentaire, il faut aller cliquer en bas du contenu, donc c'est difficile de créer un commentaire avant d'avoir lu le contenu. Donc il y a des choses qui relèvent du design, on va dire, de la façon dont c'est fait, qui permettent d'essayer de limiter les dégâts en termes de modération. Tout n'est pas parfait. Il n'y a jamais de solution optimale qui convient à tout le monde, entre ceux qui voudraient qu'on puisse écrire n'importe quoi, tout et n'importe quoi, et ceux qui voudraient que le ton soit extrêmement polissé, par exemple. Donc il n'y aura jamais de solution qui conviendra à tout le monde. Mais on essaye de travailler pas mal là-dessus, sur la façon dont on peut améliorer ou pas la modération, que ce soit sur les aspects de transparence, sur les aspects techniques, sur comment faire de la détection de spam. Tous ces aspects-là, ça reste une part importante du travail sur le site, en tout cas pour moi, parce qu'on a quand même pas mal de spam. On doit virer plus d'un compte créé sur 3 très très vite. J'entends quasiment directement à la création. Encore après, on en a encore d'autres qui vont dégager quand ils vont commencer à écrire des choses parce qu'on savait pas encore que c'était des spammers, mais c'était des spammers. Il y a quand même une partie non négligeable du travail qui vient de la pollution qui est générée par le spam sur les sites où les contenus sont proposés par les visiteurs. Soit du spam purement commercial, soit des gens qui essaient de placer des liens, de faire du référencement, ou du prosélytisme politique ou religieux, voilà. En termes de modération, c'est presque la partie facile, parce que dégager des contenus publicitaires, c'est facile, on les voit, on les dégage, fin de l'histoire. C'est plus compliqué de gérer d'autres situations. Pour donner des exemples de situations plus pénibles, gérer les gens qui ont vraiment des problèmes mentaux, c'est une vraie situation compliquée. C'est-à-dire que quand les gens ont des propos irrationnels et délirent complètement, on est un peu démunis parce que c'est pas tellement ni la technique ni notre capacité de modération qui va pouvoir faire quelque chose contre des gens qui vont pas réagir de manière rationnelle. Ou alors des gens qui veulent attaquer le site et qui en veulent personnellement au site et donc qui vont revenir à la charge en permanence. Là, on a plutôt une forme de harcèlement envers l'équipe du site. Donc, on a eu des cas dans le passé de ce type-là. Et donc là, c'est des situations qui sont nettement plus compliquées que le cas de la simple pub et des spammers qui sont pénibles, mais ça reste gérable de ce point de vue-là. Est-ce que vous avez une communauté de gens ou de sites avec lesquels vous discutez de ces problématiques-là? Florent? Moi, j'ai pas connaissance de discussion de mon côté, du moins de mon côté, j'en ai pas eu. J'ai pas connaissance de tels échanges sur le sujet. On regarde ce qui se fait à droite à gauche de mémoire, mais encore une fois, c'est celui qui code qui a raison. Et comme je n'ai jamais mis les mains dans le code là-dessus, souvent je suggère via le système de bug tracking, mais je donne mon avis, mais c'est tout sur le sujet. On a fait des discussions avec des équipes d'autres sites, je pense en particulier aux équipes de Framasoft qui avaient des problématiques de modération. En fait, il faut déjà des sites qui aient des contenus proposés par leurs visiteurs pour commencer à avoir des problématiques de modération. Et après, on voit qu'on a souvent plus ou moins les mêmes problématiques de modération et de se demander comment on va les gérer et comment prendre soin de sa communauté, mais tout en prenant soin de son équipe de modération, parce que l'équipe de modération peut, si je puis dire, en prendre plein la tête dans la modération, soit parce qu'elle est soumise à des contenus problématiques, soit parce qu'elle est toujours entre le marteau et l'enclume, parce qu'elle en fait toujours trop ou pas assez. Pour donner un exemple de contenu pénible qu'on a eu à gérer, on a eu un cas de revenge porn à gérer, par exemple. Et donc, c'est un cas où, pour l'équipe de modération, c'est pas un cas hyper sympa. Il y a des cas qui peuvent être compliqués à gérer de ce point de vue-là. Si on se retrouve avec des situations de harcèlement, d'affrontement permanent, c'est aussi compliqué pour les équipes de bénévoles. En discuter avec d'autres équipes, ça nous aidait aussi. C'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, mais les fois où on l'a fait, ça aide aussi à voir qu'on n'est pas les seuls à avoir ce type de problème.
à voir les solutions qu'ils ont mis en place ou pas, à rappeler des choses qui sont importantes comme prendre soin de ses bénévoles. C'est toujours un truc qu'il est facile d'oublier. Donc ça aide à partager des bonnes pratiques. Ça aide pas forcément sur comment on le fait techniquement, parce qu'on va pas avoir les mêmes solutions et qu'on n'est pas confronté exactement au même problème, mais ça aide au moins à partager des bonnes pratiques. C'est presque le plus important. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, la technique va plus ou moins suivre. Prochain sujet, c'est que je voulais qu'on parle de la communauté, de votre communauté, de qui elle est composée, cette communauté. Naïvement, j'allais dire que sur Linux FR, c'est globalement des geeks. Qu'est-ce que vous savez de cette communauté? Comment vous interagissez avec elle? Alors, ce que j'en sais, j'ai pas une vision exhaustive, hein, mais de ma vision, cette communauté est très éclectique. Du développeur surtout de l'administrateur système aussi, développeur, administrateur système qui vient chercher la dernière nouveauté, l'information, discuter avec ses pairs. On a quelques CTO, CIO qui traînent aussi sur le site. Alors, pas forcément de très grosses boîtes, mais on a quelques aussi. J'ai pu croiser des gens qui avaient des postes à responsabilité dans des boîtes, mais qui continuer à venir faire leur veille technique sur Linux FR. On a aussi des gens qui travaillent dans l'éducation nationale. On a d'ailleurs un des membres de l'association qui n'est pas technique du tout, mais qui est CPE dans un collège en banlieue parisienne. Et donc, il vient pour aussi s'informer parce que il a un petit côté geek et un petit côté technique, mais c'est pas son métier au quotidien. Donc voilà, elle peut être vraiment très, très diverse. Et voilà, on a aussi notre lot de spammers, de trollers, de gens aussi parfois un peu aigris, de gens qui ne lâchent pas le morceau, qui sont sûrs d'avoir raison. Je dirais qu'on a quand même un public derrière principalement, je dirais, de prescripteurs, de gens qui connaissent le sujet, qui veulent en savoir plus, et qui, pour certains, on a ceux qui vont juste regarder, et puis il y en a qui vont venir voir débattre et y aller jusqu'au fond des choses. Je vais peut-être commencer par dire qu'on essaye de pas avoir trop d'infos sur notre communauté, entre guillemets, parce qu'on n'a pas de tracking, du coup, on n'a pas d'informations réellement qualitatives sur notre communauté. On essaie de minimiser les informations qu'on a sur les comptes qui sont présents, et comme on n'a pas de pub, on s'en fiche de les qualifier, etc. Donc, on est un peu limité par choix de ce point de vue-là, mais on voit quand même, par exemple, que il y a des comptes qui sont très anciens, donc on sait qu'on a une communauté de gens qui sont là depuis très longtemps. On voit aussi que dans les parties forums, questions, il y a beaucoup plus de populations plus jeunes, de lycéens, étudiants qui posent des questions qui ressemblent un peu à j'ai du mal à faire mes devoirs. Donc on voit les questions qui sont un peu différentes. Après, on voit dans les questions qui sont posées, dès qu'on commence à avoir un peu de la bouteille dans le domaine du logiciel libre, on voit les gens reviennent avec les questions dont on a déjà vu 15 fois les réponses, ils vont redébattre des mêmes sujets, mais donc ça nous indique qu'il y a du renouvellement quand les questions reviennent. On a une communauté qui ressemble un peu c'est un peu la version banquet d'Astérix, genre des gens qui aiment bien se disputer, râler, argumenter, etc. Mais on a vu aussi que chaque fois qu'on a eu un coup dur, les gens étaient solidaires. Une des difficultés, c'est que c'est un site en ligne, quoi. Donc, on en voit assez peu au final de notre lectorat. On a ceux qui viennent sur les stands et là, on découvre un peu les publics quand ils viennent nous voir sur les stands. Mais c'est toujours une vision limitée parce qu'il y a la géographie qui va jouer, donc on voit pas les gens de partout, etc. Et puis, on voit ceux qui viennent sur les stands, qui viennent nous parler. C'est une communauté qui est suffisamment large pour intéresser les gens. On nous demande souvent des informations sur notre communauté, au final. Soit les projets qui essayent d'évaluer la quantité d'utilisateurs du logiciel libre en France ou autres vont nous demander c'est quoi la taille de notre communauté. Soit les gens qui veulent faire des études scientifiques ou autres sont à la recherche de données. Ils se disent voilà une base d'utilisateurs qui peut être utile à étudier. Mais on n'a pas d'informations extrêmement précises sur notre lectorat par choix. Ce qu'on peut subodorer, c'est qu'on aimerait qu'il soit un poil plus jeune pour des questions de renouvellement. Probablement un poil plus féminisé aussi. Ce serait étonnant que la communauté soit paritaire. Et ça s'élargit un peu de plus en plus vers d'autres sujets. Donc, vu qu'on traite des sujets qui peuvent être un peu annexes, un peu hors de l'aspect pur technique du logiciel libre, lié au droit,
aux problématiques des réseaux sociaux, je sais pas, à la souveraineté, à un certain nombre de sujets. Ça élargit aussi un peu les communautés vers un autre public que le public purement technique. Mais voilà, on n'aura pas de réponse extrêmement précise sur la nature de notre communauté. Dans le monde du logiciel libre, il y a tout un écosystème francophone et même au niveau international. Et en fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est un peu la place de Linux FR, déjà, on va dire, dans l'environnement francophone. Et je me demandais, en fait, quelle est votre vision à vous de la place de Linux FR dans tout cet écosystème? Linux FR avait avant une place, de mon point de vue, un peu centrale, parce qu'il était un des premiers à être là. Il s'était imposé. Maintenant, c'est un site qui fournit un service un peu unique, donc de news, de news collaborative, communautaire, gérée par sa communauté. Parmi tant d'autres, comme tu disais, il y a Framasoft à côté, il y avait Léa Linux à un moment, un peu plus actif, il y a l'agenda du libre. C'est vrai que beaucoup avant, les gens relayaient beaucoup tous leurs petits événements locaux sur Linux FR. Ça faisait plein de petites dépêches dans lesquelles les autres dépêches se noyaient. Donc, avec l'avènement de l'agenda du libre, on a repoussé tout ça sur l'agenda du libre et on ne fait qu'un extract régulier pour publier une dépêche synthétique sur Linux FR. Donc, on va dire, on est un pion parmi d'autres de cette grande communauté francophone qui est aussi très disparate, avec les chatons aussi, qui étaient avant liés à Framasoft et maintenant qui ont pris leur indépendance. C'est un pion, un élément parmi d'autres, mais qui reste unique dans le sens où c'est pour moi des seuls sites de news. Il y a eu d'autres tentatives, d'autres sites qui ont voulu, parfois avec un soutien commercial derrière, mais qui n'a jamais remplacé, aucun site n'a vraiment remplacé Linux FR sur son positionnement de site de news, d'information, de news communautaire. Quand on est présent sur des stands au milieu du village associatif et autres, on a coutume de dire qu'on est là pour aider tous les autres autour de nous, tous les entreprises, les autres associations, les projets du libre, pour les aider à communiquer sur leurs événements, leurs actualités, les logiciels qui vont sortir, etc. Si quelqu'un est fan d'un projet donné, c'est sûr qu'il va aller sur le site de son projet et qu'il le suit avec attention, mais pour recevoir des informations variées sur un peu tout ce qui se passe dans l'écosystème, c'est une des possibilités qu'offre linuxfr.org de diffuser l'information, d'aider à diffuser l'information, en tout cas d'être un moyen qui peut permettre de diffuser l'information. Donc ça, c'est le premier rôle. Et le deuxième, c'est aussi, on a une capacité que d'autres n'ont pas, c'est si on a suffisamment de gens motivés pour faire un panorama des logiciels de graphisme libres, des gens vont se mettre ensemble et écrire une dépêche pour mentionner tous les logiciels qu'ils connaissent et éventuellement donner leur avis. Et on va avoir une sorte de, pas forcément un comparatif, mais au moins un référencement des solutions qui existent. La capacité à pouvoir parler de plusieurs projets, en général, les autres sites n'ont pas forcément cette capacité-là. Quand c'est une entreprise, elle va rarement parler de ses concurrents. Quand c'est un projet, il va pas forcément parler des autres projets. En tout cas, s'il le fait, les gens vont se dire que c'est pas forcément objectif. On peut aider à mentionner les projets existants, à rappeler qu'il y a plusieurs solutions qui existent, à aider à diffuser l'information sur les solutions qui existent. Ça, c'est un autre avantage d'avoir un site un peu tiers. S'il y avait pléthore de journaux au sens presse spécialisés dans la thématique logiciel libre, ils feraient peut-être ce rôle-là. L'ensemble des sujets qu'on traite sur Linux FR sont pas forcément... il n'y a pas forcément des médias qui les traitent uniquement parce que c'est pas forcément un marché qui est suffisamment large, actuellement en tout cas. Et donc, c'est le rôle de Linux FR de permettre de communiquer sur ces sujets-là et de diffuser les actualités, les informations, les versions des communautés autour de nous. Donc, le site a été fait par et pour les communautés pour aider à diffuser leurs actualités. Quelle est la place de Linux FR au niveau international? Qu'est-ce que ça représente? En termes de trafic, si on regardait, on est très très loin dans les classements mondiaux des sites web de la planète. On va arriver dans les tréfonds globalement. Ce qui est assez logique en étant limité, en se limitant à l'espace francophone. Par contre, sur l'espace francophone, on voit qu'on a du lectorat très largement dans l'espace francophone. Je veux dire, on relaie des actualités Québec, Suisse, Belgique. On a des articles, on voit des gens intervenir depuis l'Afrique. Et puis, on a même des gens qui travaillent dans des pays non francophones, mais qui parlent français,
qui nous lisent. On le voit dans nos statistiques qu'on a du trafic qui vient de zones non spécifiquement francophones, mais dans lequel il peut y avoir des Français présents ou des francophones présents. Donc on le voit à ça. Après, on a eu quelques interviews dans des médias non francophones. Ça reste assez rare. La dernière fois, c'était pour opensource.com où on avait une interview traduite en français et en anglais, du coup, pour qu'on puisse les relayer sur nos sites respectifs. Ça reste assez peu fréquent. Ça me semble assez logique. Ça serait plus facile de percer purement en anglais et même pour être un peu plus dans l'air du temps, ça serait plus facile si on faisait de la vidéo. Les contenus plus à la mode actuellement sont plutôt des vidéos que des actualités en pur texte. Enfin, en pur texte, même illustré d'images, mais en tout cas des contenus écrits. Après, c'est pas non plus notre objectif d'être leader mondial de l'information sur le logiciel libre, hein, mais voilà, ça donne une idée de la façon dont on perçoit qu'on est perçu. Florent, tu veux ajouter quelque chose ou Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Pour le coup, pas grand-chose à ajouter. Si je devais résumer, c'est qu'on a un lectorat assez technique, assez exigeant, parfois un peu trop, effectivement, où c'est pour là la modération est là, où on aide, on modère justement même parfois dans les commentaires les gens qui sont peut-être un peu trop agressifs, mais de plus en plus, et je pense que ça marche, les gens sont bienveillants. Alors, surtout sur les contenus modérés a posteriori, ou les contenus qui sont en rédaction. C'est vrai que ce qui est publié sur la page principale, les dépêches, là, les gens sont exigeants parce qu'ils savent qu'il y a une équipe de modération qui passe derrière, donc ils veulent que ça tienne la route, quoi. Donc, c'est à la fois vis-à-vis des gens qui vont écrire et vis-à-vis des gens qui vont modérer. Mais voilà, c'est de plus en plus, le site est de plus en plus bienveillant et les gens sont de plus en plus prêts à aider. On a mis en place tous les outils pour qu'ils puissent aider et justement à bien communiquer. Et il y a toujours des gens qui seront là pour vous aider, que ce soit dans les forums ou dans la zone de rédaction, pour aider à faire sa promotion, voire sa publicité sur LinuxFR sans que ce soit perçu comme une publicité, mais que les gens ils voient une valeur ajoutée pour eux. LinuxFR, c'est un site dont le but est d'être au service des communautés du logiciel libre francophone. J'en suis un bon exemple. Pour donner un peu de contexte, quand j'ai commencé Projet Libre, j'ai pas commencé à communiquer sur LinuxFR. J'ai attendu d'avoir, je sais pas, peut-être 3 ou 4 épisodes avant de le faire. L'effet a été vraiment important. Et à chaque épisode que je fais, sur lequel je fais un journal, l'effet est aussi important. Et donc, une de mes questions, c'était pourquoi faire sa promotion sur LinuxFR et surtout, comment bien faire sa promotion sur LinuxFR. Sur la partie purement technique, l'espace de rédaction pour les dépêches aide pas mal. Ça permet de régler les problématiques s'il faut saisir du Markdown, les gens savent pas forcément le faire, ou ils vont avoir du mal à faire du balisage, ou de la mise en forme, ou ils savent pas exactement comment ça fonctionne. Donc le fait de pouvoir être aidé et d'avoir d'autres personnes qui contribuent sur les contenus, ça aide pas mal. Il va y avoir des gens qui vont être capables de rajouter des étiquettes sur le contenu. Des gens qui vont être capables de rajouter des liens sur le contenu, d'ajouter des images s'il y en a pas, qui vont être capables d'aiguiller pour dire, bon, connaissant notre lectorat, il faut absolument que tu mentionnes la licence. Il faut que la licence apparaisse quelque part, sinon la question va arriver et il vaut mieux prévenir la question. Qui vont aider aussi sur le fond, qui vont aider sur le ton, qui vont dire, si publier un communiqué de presse standard sur LinuxFR, c'est une très mauvaise idée parce que ça n'intéresse pas notre lectorat et globalement, le lectorat va pas être content. S'il est pas content, il va faire des commentaires désobligeants ou en tout cas critiques et ça aidera pas du tout à faire la communication. Par contre, on a une idée de ce qui va intéresser notre lectorat. Donc, se vanter que vous êtes les meilleurs du monde et que votre logiciel c'est le plus beau, le plus fort, ça va pas les intéresser. Décrire techniquement le logiciel et dire c'est quoi, comment il fonctionne, de quels composants se trouvent à l'intérieur, comment il se déploie, quelle licence il a, quelles sont ses fonctionnalités, ça va intéresser notre lectorat. Donc, il va falloir l'axer comme ça. C'est pas vrai uniquement sur des sujets techniques, hein, ça pourrait être sur je gère des contenus sous licence libre, alors il va falloir parler de quelles sont les licences qui sont autorisées ou pas sur le site, pourquoi vous avez fait tel ou tel choix, comment vous les gérez. Bref, l'espace de rédaction, il a un intérêt à être coopératif, collaboratif, c'est qu'on peut aider sur la forme et sur le fond, et que ça aide pas mal pour rédiger des contenus et avoir le bon ton, la bonne façon de présenter les choses. Sachant qu'en plus, de toute façon, il y aura l'équipe de modération qui interviendra derrière aussi si jamais il restait des choses. Mais en général, une fois que les choses sont passées dans l'espace de rédaction, on produit des contenus de meilleure qualité, on produit des contenus plus longs. Et surtout, ils sont adaptés au site. Ils correspondent au lectorat en question. Donc ça aide pas mal. Donc, ça, c'est une bonne façon de communiquer.
Après, il y a les choses dont tu parlais qui me paraissent très justes. On va refuser quelqu'un qui vient avec son blog pour dire j'ai lancé mon blog pour parler de ça. Oui, mais actuellement ton blog il est vide. Donc si tu veux venir parler de ton blog, pourquoi pas, mais il va falloir remplir un petit peu au départ que les gens voient ta production. Donc c'est vrai si quelqu'un voulait parler de son blog, c'est vrai si quelqu'un veut parler de ses podcasts ou des séries de vidéos qu'il vient de lancer. On va avoir un critère qui est attendre d'avoir un petit peu de contenu. On n'a pas de souci avec le fait que des gens viennent parler régulièrement de leur contenu. On a des séries d'articles réguliers de divers acteurs. La revue de presse de l'April, elle est publiée régulièrement. Des séries de podcasts, il y en a au moins 2 ou 3 différentes qui sont annoncées régulièrement sur le site. La façon d'amener les choses et la nature des choses dont on va parler, clairement, il faut que ça soit adapté au lectorat qui est visé. C'est un peu la base de la communication, mais en tout cas, on essaye d'aider les gens qui débutent sur le site à bien communiquer. On en parle sur les stands quand les gens viennent nous voir et nous disent oh j'ose pas, je sais pas trop comment faire. On peut te donner des pistes, on peut t'aider, tu peux nous contacter en privé, on peut voir comment faire. Et de toute façon, quand tu le feras dans l'espace de rédaction collaborative, on le verra aussi, on pourra t'aider là. On essaie de faire attention en tout cas à bien embarquer les gens, à les aider au début pour ceux qui font leur premier contenu. On fait aussi attention au niveau d'exigence qu'on va avoir dans les contenus en modération, à pas exiger des contenus parfaits qui contiendraient toutes les informations possibles, très très longs. Des fois, pour une première dépêche et pour présenter un projet qui débute, on n'a pas besoin d'avoir 15 pages de texte. Et voilà, on ne demande pas d'avoir une page Wikipédia d'entrée, c'est pas le but. Le but c'est de présenter un projet, donc voilà, on fait aussi attention on essaie de faire attention à ça. Si on doit insister sur un point, c'est que c'est vraiment une très bonne idée de passer par l'espace de rédaction collaborative et d'en faire une dépêche. C'est une bonne idée parce que il y aura des gens pour aider, pour améliorer le fond, la forme, etc. Et c'est aussi une très bonne idée pour la visibilité. La dernière fois que j'ai regardé les statistiques, il y a à peu près 10 fois plus de visibilité sur une dépêche que sur un contenu publié en journal. Et donc, ok, je veux publier un truc, je peux publier très très vite mon journal, mais je risque de laisser passer des fautes, des erreurs, des problèmes de syntaxe, de balisage et autres, et de mal cibler mon lectorat. Et en plus, j'aurai moins de visibilité. Donc, passer par les dépêches et bénéficier de l'espace de rédaction collaborative, en termes de communication, c'est vraiment un meilleur choix. Je voudrais maintenant qu'on parle de la dernière grande partie qui m'intéresse, c'est un peu les défis qui arrivent pour vous dans les mois ou années à venir. Et le premier, c'est en quoi l'intelligence artificielle peut être une opportunité ou une menace pour vous, en fait. À l'intérieur de l'équipe, pour le moment, on n'a pas réellement travaillé sur la partie IA. On n'avait pas vraiment de besoin. Et puis, a priori, personne n'a d'affinité particulière avec le sujet. Dans notre lectorat, par contre, on voit que c'est un sujet qui intéresse et qu'il y a des gens qui en parlent régulièrement. Je sais aussi qu'il y a des essais de bots qui parlent automatiquement sur la tribune libre. Donc, c'est un autre exemple d'endroit où il peut y avoir des gens qui sont intéressés par avoir du machine learning de l'IA. Ça dépendra pas mal de la façon dont c'est utilisé pour nous. En tout cas, d'ores et déjà, les spammers, ils n'ont pas attendu pour avoir des scripts et des outils automatisés. Donc, je ne sais pas si ça changera fondamentalement le niveau de spam qu'on a actuellement, par exemple. Je me demandais si ça pouvait avoir un intérêt pour vous, pour la modération ou la détection du spam, par exemple. On n'utilise pas des outils plus simples qu'on pourrait utiliser, quoi. Les filtrages AM, spam qu'on avait sur le courrier électronique à l'époque, on pourrait envisager de les utiliser. On le fait pas actuellement, mais on met en place des moyens de détection autres. Les spammers, ils viennent pour placer des liens. Enfin, à un moment, il faut qu'ils vendent quelque chose, quoi. À part pur prosélytisme. Donc, on essaie de cibler les liens plutôt. On essaie de cibler les domaines qui vont reconnaître. On essaie de cibler des comportements suspects. Quelqu'un qui nous met un lien sur un symbole de ponctuation, on se doute que c'est louche. Ça, on va le détecter. Ça pourrait peut-être être fait avec du machine learning, mais en tout cas, pour le moment, c'est des comportements qu'on arrive à traiter autrement. Ça va dépendre de la complexité de ce qui est fait en face. Si on avait des gens qui nous créent des centaines de comptes, par exemple, ça serait embêtant. Les fois où c'est arrivé, où les gens ont créé des comptes par dizaines, ils le faisaient de manière assez bête et méchante, en les numérotant et en les identifiant assez clairement, quoi. Si on avait des problématiques comme on en trouve sur d'autres réseaux sociaux, d'armada de bots existants connectés entre eux et tout, ça pourrait être un autre problème.
Ça mettrait en tout cas plus ou moins à mal le système de karma si il y a une partie non négligeable ou en tout cas suffisamment de gens dans un groupe d'utilisateurs malveillants automatisés, par exemple. Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais effectivement, et on n'a pas non plus de spécialistes en IA dans l'équipe, mais on commence à avoir une base suffisamment grande de contenu, une base de contenu suffisamment grande et qualifiée avec le système de notation des contenus, que ce soit les commentaires, que ce soit les dépêches, pour que derrière, avec aussi toutes les dépêches qu'on a refusées, toutes les dépêches qui ont été acceptées sur le site, qui sont notées, donc qui sont, voilà, en termes de qualité évaluées par le lectorat, voilà, un minimum qualifié. On parle quand même de plusieurs centaines de milliers de contenus, voire de millions en termes de commentaires. Est-ce que ça pourrait servir de base pour entraîner une IA, pour nous aider à mieux détecter le spam, mieux détecter les bons, les mauvais contenus, les commentaires qui peuvent très vite dégénérer, et nous aider à justement détecter des choses ou nous alerter très vite sur du contenu sensible qu'il faudrait pouvoir supprimer, potentiellement. Mais encore une fois, ça demande du temps, des connaissances et certainement aussi un peu de moyens, parce que c'est pas gratuit d'entraîner une IA. Mais je pense qu'on a le contenu. Si quelqu'un nous entend, un chercheur, et qui veut faire un sujet de thèse et se lancer là-dedans, pourquoi pas, avec plaisir. Je reprends ma question de tout à l'heure. Quels sont selon vous, les grands défis de LinuxFR dans les années à venir? Benoît? Il y a un sujet qui est assez classique, comme dans toutes les associations, c'est renouveler encore et encore l'équipe qui fait bouger le site. Donc c'est déjà arrivé plusieurs fois durant la vie du site qu'il y ait des changements des personnes actives, et donc ça montre que c'est possible. Après, il y a la même chose, renouveler son lectorat et réussir à attirer un nouveau lectorat, que ça soit en termes d'âge ou en termes de goût, de contenu. On n'a pas de contenu vidéo. Est-ce que c'est indispensable à notre survie ou pas? Est-ce qu'il y a des choses des vraies ruptures dans les générations là-dessus, sur les types de contenus? C'est des questions qu'on se pose en permanence, de savoir si on a fait les bons choix. Donc, par exemple, mettre en place les liens et avoir une sorte de plus ou moins de microblogging pour avoir les liens pour aider les gens à parler des sujets. Ça attire facilement du contenu. Et en même temps, on se demande si on n'a pas asséché notre propre production de contenu en permettant extrêmement facilement aux gens de parler de ce qu'il y a ailleurs. C'est-à-dire d'avoir des gens qui soient consommateurs de contenu existant que créateurs de contenu. Pour que le système, entre guillemets, fonctionne, nous, il faut qu'il y ait des gens qui se décident à écrire des contenus dont on puisse parler. Soit ils les écrivent directement chez nous, soit ils en parlent sur leur blog, le site de leur projet et ailleurs, et on relie l'information. Mais il faut quand même que des gens écrivent les contenus, pas juste que tout le monde attende que les contenus soient créés par quelqu'un. Sinon, entre guillemets, le système s'effondre, quoi. Ça fait partie des questions qu'on se pose. Florent? Voilà, il y a toute la partie aussi gestion de l'obsolescence technique, infrastructure, tout ce qui fait tourner le site au final. C'est basé sur des volontaires, donc il y a toute cette partie aussi, c'est un des gros défis, et Benoît est en première ligne aussi sur cet aspect-là. La gestion de l'épuisement, que ce soit les membres de l'équipe qui font tourner l'association, qui font tourner le site web aussi, les gens qui produisent du contenu, parce qu'on a un moment par moment, c'est pas vrai, on a des gens qui nous ont fait régulièrement des dépêches sur les sorties du noyau Linux, sur les sorties de Firefox, de LibreOffice, alors de GIMP. Certains continuent, ils commencent, ils s'astreignent, ça tient quelques mois, années, et ensuite, c'est normal, ça s'épuise. Pareil, moi, au bout d'un moment, je vais certainement arrêter mes 3 dépêches mensuelles. Au bout d'un moment, je vais vouloir aussi peut-être passer à autre chose. Je sais pas, pour le moment, non, c'est pas le cas, c'est pas dans le radar. Et voilà. Et avoir du contenu qui tient la route, voilà. Parce que le site ne vit que par son contenu, qui est géré par ses utilisateurs, par son lectorat, par ses visiteurs. Il y a des aspects qui sont liés aux thématiques traitées. Est-ce qu'on traite les bonnes thématiques ou est-ce qu'on rate des thématiques qu'on voudrait traiter ou qu'on devrait traiter? Par exemple, on parle pas uniquement de logiciels libres. Parce que il y a d'autres choses, c'est pas que la partie logicielle. Je sais pas, les gens vont être intéressés par les contenus libres en général, aussi bien, Wikipédia que OpenStreetMap ou Open Food Facts ou d'autres sujets qui sont annexes. Ils vont être intéressés pour parler de robotique ou d'obsolescence programmée ou de comment avoir une utilisation raisonnable de la technologie en termes de pérennité, d'empreinte carbone, etc. Il y a des sujets qui apparaissent, qui se développent, etc. Et donc, il y a aussi ça dans les
dans les pistes d'évolution, c'est est-ce qu'il y a des sujets qu'on rate complètement, qui sont en dehors de notre radar et qu'on n'a pas identifié, dont on devrait parler, qui intéressent notre lectorat. Un des avantages qu'on a, c'est que comme c'est notre public qui écrit sur les contenus, ça aide. On espère qu'ils écrivent sur les sujets qui les intéressent. Mais il y a pas longtemps, on avait une demande de création de contenu. Quelqu'un me disait, ouais, ça serait bien d'avoir une section pour parler d'obsolescence et de contenu, des choses durables ou pas. Et oui, ok, on peut créer une section pour ça, mais c'est pas tellement le fait d'avoir une section. Le point, c'est il va falloir mettre des contenus dedans, quoi. Et donc, si des gens sont intéressés par ça, commencez plutôt par écrire des contenus et après on fera une section. S'il faut juste créer une section et mettre avec une image associée, ce sera pas un gros souci. Il faut bien qu'on veille à ce que les gens parlent des sujets qui les intéressent, quoi, et qui intéresseront le lectorat. Aide-toi et LinuxFR t'aidera. Je trouve très intéressant ce que vous avez dit sur les renouvellements de génération. C'était une de mes questions, mais vous avez répondu sur le fait de savoir si une nouvelle génération elle venait, puisqu'elle consomme du contenu différent. Même pour nous, hein, je vois moi, j'ai plus de mal à lire des articles longs maintenant qu'avant. Avant, je pouvais lire un article de, je sais pas, de AnandTech qui faisait 10 pages et maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, les gens, ils consomment de différents types de contenus, des contenus peut-être plus courts, plutôt de l'audio, de la vidéo, et cetera. Et donc voilà, une de mes questions à laquelle vous avez un peu répondu, c'est oui, les gens, ils viennent toujours et oui, il y a des nouvelles générations et ça me semble être une très, très bonne nouvelle. De notre côté, on essaye aussi, il y a eu des efforts au niveau de l'équipe de modération, d'être moins exigeant avec les contenus soumis par les utilisateurs pour justement baisser cette barrière à l'entrée des gens pour qu'ils soumettent leur contenu. Alors, c'est compliqué aussi parce que derrière, quand tu as un lectorat qui est de plus en plus exigeant et dans les commentaires, voilà, on veut à la fois que les gens soumettent du contenu, qu'ils aient pas peur des commentaires derrière, mais voilà, il faut aussi expliquer à notre lectorat, lui faire comprendre au fur et à mesure, il faut que ça soit progressif pour que derrière, il soit plus compréhensif et plus tolérant, moins exigeant avec ce que les gens soumettent. Et il y a un aspect, alors pas que générationnel, mais qui est plutôt lié à l'évolution des usages, qui est que tant qu'on a une partie importante du lectorat qui est relativement souvent face à un ordinateur et qui a donc un clavier, elle est plus à même de taper des longs textes et d'écrire des articles, on va dire, par rapport à des gens qui seraient uniquement sur un smartphone. Un smartphone, c'est facile d'y enregistrer de l'audio, c'est facile d'avoir des vidéos courtes et d'éditer des vidéos courtes dessus. Par contre, c'est pas forcément l'outil idéal pour taper du texte un peu conséquent. Et donc là, on a un changement d'usage de matériel, de point d'entrée sur le site qui est susceptible de changer la façon dont les types de contenus qui seront produits ou qui sont recherchés sur le site. C'est aussi pour ça que la question de vidéo se pose. C'est les vidéos, c'est plus facile à produire sur un téléphone que écrire un long texte, et ça se ressent. On verra si notre lectorat devenait composé très très largement de gens qui sont sur mobile, ça changerait sans doute la production de contenu textuel. Tant qu'on a suffisamment de gens qui utilisent régulièrement, pas forcément en permanence, mais qui utilisent régulièrement un ordinateur, qui ont un grand écran et un clavier, disons, on est susceptible d'avoir des contenus textuels. Là, on va voir des effets de génération, c'est sûr, mais d'évolution des usages de manière générale. Entre, effectivement, ceux dont c'est le métier et ceux qui sont des utilisateurs plus occasionnels, ou en tout cas qui sont des gens qui n'utilisent pas directement un ordinateur, mais qui utilisent principalement un smartphone toute la journée. Ou à la fin, on aura un site et il n'y aura que les IA qui viendront, peut-être. Et par rapport à la tendance actuelle, où de plus en plus de plateformes comme Twitter, comme Medium ou d'autres, ou même sur YouTube, on parlait de vidéos, mais même si on reste sur les aspects textuels, qui rémunèrent les créateurs de contenu, c'est quelque chose que LinuxFR ne fera jamais, ne pourra jamais se permettre de faire. Donc là, on n'ira jamais sur cette tendance-là. Seule chose que l'on fait, c'est qu'on tâche de récompenser. Voilà, moi, tous les mois, on fait gagner, c'est moi qui m'en occupe, donc je peux en parler, on fait gagner 7 livres maintenant. On a 3 éditeurs qui nous soutiennent, ENI, Erol et Debookers, pour les citer, et certains depuis une vingtaine d'années, justement, donc merci à eux. C'est pas la principale motivation pour laquelle les gens, mais d'autres vont préférer publier sur des plateformes comme LinkedIn, Medium, Twitter, parce que derrière, ils ont potentiellement, il y a la course aux vues, aux clics et à la rémunération. Et voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut fournir, mais c'est pas forcément du contenu rémunéré. Est-ce que c'est ce qu'on veut chercher aussi, des gens qui viennent juste pour l'argent? Je suis pas sûr que ce soit ce qui motive notre communauté. On arrive sur la fin de l'interview. Je voudrais vous laisser à tous les deux la parole pour une tribune libre. Si vous avez un message à faire passer, c'est maintenant.
Eh ben, n'hésitez pas à participer. On est preneur de toutes les formes de contribution sur le site. Si vous voulez, si vous êtes doué en graphisme, si vous voulez nous proposer des logos, si vous voulez nous aider à améliorer le design, si vous voulez contribuer en code, si vous voulez écrire des contenus, coécrire des contenus, si vous voulez participer sur l'administration système, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça, c'est pour la partie purement linuxfr.org. Mais sinon, produisez des logiciels libres, remerciez les auteurs de logiciels libres et les projets qui les produisent. Intéressez-vous au sujet d'actualité juridique et législative autour du logiciel libre. Faites attention aux évolutions qui peuvent ou non porter atteinte au logiciel libre. Comportez-vous comme des bons citoyens dans les communautés du logiciel libre. Rejoignez-nous, participez. Florent, un message à faire passer ? Oui, alors mon message, c'est effectivement partager. LinuxFR est là pour il est là pour ça, il est là pour vous aider. N'ayez pas peur de participer. S'il y a un souci, venez nous voir, on vous aidera. Et de manière plus large, partagez sur LinuxFR, mais partagez aussi de manière plus large. De toute façon, vous ne perdrez rien et tout le monde a y gagné à partager. Ça restera mon maître mot et c'est une de mes manières de fonctionner dans la vie. Voilà, que ce soit aussi bien personnellement que professionnellement. Ça fait une très bonne conclusion. Et c'est à mon tour de vous dire merci. Et à toute l'équipe qui fait tourner LinuxFR, parce que quand j'ai commencé en 2000, le premier site sur lequel je suis tombé, c'était LinuxFR. Et maintenant, je fais des podcasts de logiciels libres et il y a toujours LinuxFR. Donc, un grand merci pour tout ça. Merci, à très bientôt. Message pour finir aux auditeurs et aux auditrices de Projet Libre, de partager aussi, d'en parler autour de vous, de commenter sur LinuxFR aussi la dépêche. Vous pouvez me joindre aussi sur Mastodon. Vous pouvez me laisser aussi des commentaires sur LinkedIn, par mail aussi. Benoît et Florent, je vous dis à bientôt. Merci à toi. Et dernier message, oui, abonnez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à venir participer à ce podcast. Quand vous serez sollicité, nous, on a passé un super moment, donc n'ayez pas peur, allez-y, c'est sympa. Venez. Merci Walid, merci beaucoup. À bientôt.